Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Si vous traînez sur YouTube, vous êtes sûrement déjà tombé sur l'une de ces vidéos embarquées sur le Nürburgring, comme celle où il colle au basque d'une 911 GT3 RS avec une Alfa Giulia Quadrifoglio, ou cette autre dans laquelle il se bagarre avec une Alpine A110 très 13 dans le sinueux. Mais ce pur passionné de pilotage a également tâté du rallye et a eu la chance de participer à 4 éditions du Tour Auto. Et il n'est pas seulement doué avec un volant, il a aussi une belle plume avec laquelle il régale ses lecteurs d'essais où il trouve toujours les mots justes. On va évoquer tous ces sujets avec mon invité, Mathieu Santis, journaliste essayeur à l'Orgus de l'automobile. Salut Mathieu. Salut Vincent. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. T'as pourtant les chevilles qui enflent après cette intro là ? Écoute, ça va, comme c'est plein de compliments, mais je prends. Bah ouais, t'as raison, faut toujours prendre les compliments. Bon, merci de me recevoir chez toi, sur les hauteurs de Paris, parce que là on est vraiment, enfin on n'est pas haut, mais on est quand même haut, et on est sur les toits littéralement, c'est très sympa. Alors, peut-être en intro, pour les auditeurs, faut quand même que j'admette un truc, on se connaît depuis très longtemps. Effectivement. Depuis très longtemps, Très t'avais même pas ton permis quand on s'est connus. Non, c'est sûr. Donc voilà, on va dire que tu fais presque partie de la famille élargie. Donc voilà, en tout cas je suis très content de t'avoir ici, ça fait un petit moment que je voulais t'inviter. Et puis bah voilà, je me suis dit c'est le moment, on va parler de tout ça. T'as de l'actu comme je le disais, puisque tu viens de finir un tour auto. Mais bon, moi dans ce podcast je reviens toujours aux origines. Alors Mathieu, comment elle est née ta passion pour la bagnole ? Alors, ma passion pour la bagnole, elle remonte à très longtemps. J'aurais même du mal à te donner vraiment un âge ou une date, parce qu'en fait, j'ai toujours baigné là-dedans. Ouais. En fait, mes parents étaient déjà passionnés d'auto. Ils étaient non seulement passionnés d'auto, mais en plus, ils travaillaient eux-mêmes dans la presse automobile. Mon père était directeur artistique, donc il a été maquettiste puis directeur artistique pour plusieurs titres. Auto Hebdo, l'Automobile Magazine, il était au lancement d'Auto Plus en 88. Ma mère, elle était secrétaire de rédaction, donc secrétaire de rédaction, en fait, tu relis les papiers des journalistes, tu corriges les fautes. Oui, on ne répond etc. pas au téléphone quand on est secrétaire de rédaction, voilà. c'est pas le même métier. C'est pour ça que je précise. Et donc, du coup, j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là, j'ai toujours baigné là-dedans. L'autre chose, c'est que quand j'étais plus jeune, les bureaux d'Autoplus se trouvaient à Issy-les-Moulineaux, comme beaucoup de rédactions à l'époque. Il se trouve que je prenais des cours de batterie le mercredi matin, juste à côté des bureaux. Et donc le matin, je partais avec mes parents, je traînais une petite heure dans la rédaction. Et ensuite, j'allais à mon cours de batterie, je rentrais chez moi. Donc, j'étais vraiment au cœur, voilà, dès que j'étais très jeune, j'étais au cœur de la presse auto, des rédactions, je voyais comment ça marchait. Et du coup, en me baladant comme ça tous les mercredis, j'avais quand même bien repéré que le petit bureau du fond, là, avec les types qui arrivaient à 9h, qui se distribuaient les clés de bagnole à 9h10, qui partaient à Montlhéry à 9h20 et qui revenaient l'après-midi avec plein d'anecdotes et des photos d'eux, les 4 roues en l'air sur la bosse de Coire, je me disais quand même, leur métier à eux, il a l'air un petit peu plus sympa que... Ils ont l'air de bien se marrer, quoi. Voilà, ils ont l'air de bien se marrer. Et donc j'ai toujours un peu vécu dans ce milieu. J'ai su très tôt, contrairement à beaucoup de gamins, ce que je voulais faire. Ou plutôt, je savais que si j'arrivais pas à être pilote, je ferais sûrement, en tout cas j'essaierais d'être journaliste essayeur. D'accord. Ton ambition numéro 1, c'était d'être pilote. Hein. Ouais, c'était ça. En fait, quand on est passionné auto, on est rapidement passionné de sport automobile. Ouais. Et donc, alors, je regardais la Formule 1, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, j'étais complètement fasciné par le rallye. En fait, voir ces pilotes, ces mecs qui te mettaient des voitures en glisse à 180 entre les arbres, que ce soit rallye de Finlande, Monte-Carlo, enfin voilà, tous ces rallyes un peu mythiques.
J'étais complètement fasciné par ça. Et de là est venue vraiment ma passion du pilotage, d'essayer de comprendre comment ça marche, les transferts de masse, comment faire dériver une voiture et tout. Et ça, ça m'est resté. Dès que j'ai commencé à conduire, c'était le premier truc que j'ai voulu faire, c'était essayer de mettre une voiture en glisse pour la rattraper, enfin vraiment le car control comme disent les Anglais. Et ça m'amusait il y a 20 ans quand j'ai commencé à conduire, ça m'amuse toujours et je pense que ça m'amusera jusqu'au bout. Mais t'as évidemment pas commencé avec le rallye, puisque t'as commencé à conduire, t'avais pas le permis, notamment, je me souviens de sessions de cartes où tu peux dire que tu pourrissais à peu près tout le monde. Donc il n'y a pas que le rallye qui t'a intéressé. Alors il n'y a pas que le rallye, mais disons que je faisais... je pilotais ce que je pouvais, donc j'avais pas le permis, il y avait le kart, donc c'était mon seul moyen de pratiquer un peu le pilotage. Donc oui, alors bon, il y a aussi que je suis léger, donc c'est vrai qu'en carte de loc, ça aide pour faire des bons chronos. Mais dès que j'ai pu conduire une voiture, je l'ai fait et j'ai tout de suite essayé d'aller voir ce qui se passait aux limites d'adhérence, etc. C'était vraiment une obsession, j'avais vraiment une obsession pour ça. Donc alors tu as passé ton permis, après je me souviens que tu as une ribambelle de voitures diverses et variées, parfois même avariées d'ailleurs, avec laquelle tu faisais les 400 coups. Est-ce que tu serais quand même capable comme ça de me réciter, de me dire combien de voitures tu as eu à cette époque-là et lesquelles? Alors combien, je sais pas, mais on va pouvoir faire la liste. En fait, rapidement, quand j'ai commencé à vraiment lire la presse auto, donc bon, il y avait mes bouquins de chevet au début, bien sûr, c'était Auto Plus, puis ça a vite dérivé vers des journaux qui étaient un peu plus proches de mes centres d'intérêt, et chaque mois, on parlait toujours du comportement de la voiture, comment ça se comportait à la limite, etc. Et donc, il y a des voitures que je rêvais vraiment d'avoir, des 205 GTI, plutôt des voitures donc, qui avaient tendance à glisser un petit peu. Et donc, quand j'ai eu mes premiers salaires et que j'ai pu m'acheter mes propres voitures, il fallait que j'essaye toutes ces autos. Donc, j'avais relu les essais 500 fois. Il fallait que je puisse expérimenter moi-même ce que je lisais dans passer aux travaux pratiques, quoi. C'est ça. Et donc, ma toute première voiture, j'ai commencé fort, c'était une 205 GTI. Pas mal. À l'époque où ça coûtait pas encore une méga blinde. À l'époque, ça coûtait, moi j'avais payé la mienne 1500 €, je crois, c'était bien une connaissance. L'auto était pas, elle avait des kilomètres, mais elle était c'était pas une épave, quoi. C'était loin d'être une épave, sauf qu'à l'époque, en fait, personne n'en voulait. Ces autos-là, les 205 GTI, les 309. C'était ringard, quoi. C'était ringard, personne n'en voulait, ça se vendait pas. Il y avait beaucoup qui étaient tunés, etc. Donc il y avait déjà une mauvaise image. Et donc tu pouvais récupérer ces autos-là vraiment pour des prix dérisoires. Enfin, quand on voit ce que ça coûte aujourd'hui, c'est vrai que tu te dis, bon, j'aurais peut-être dû en garder. Donc première voiture 205 GTI 1,9 litre. Ensuite, je suis passé sur la 309 GTI 16. Ça, je m'en souviens de celle-là. Ensuite, je suis passé sur une Clio Williams. Je me souviens très bien de la 309 GTI 16 et de la balade que tu nous as fait faire, où effectivement on regardait le paysage par les portières à chaque rond-point, quoi. Ouais, cette auto-là, je l'ai vraiment bien aimée. Alors c'était très moche. C'était très moche, tous mes potes me disaient mais pourquoi t'as acheté ça, c'est moche et tout. Je dis non mais t'inquiète. Ouais, mais ceux qui savaient, ils savaient pourquoi tu l'avais acheté. Et c'était vraiment une auto super que j'ai eu la chance de reconduire il n'y a pas très longtemps. Alors pas la mienne, mais une voiture du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, une auto qui avait moins de 1000 km. Donc c'était vraiment sympa de retrouver cette auto neuve avec des pneus bien secs. Des pneus bien secs et les sensations d'époque et tout. Non, c'était vraiment sympa. Donc après la 309, je suis passé sur une Clio Williams, alors que j'ai pas trop apprécié celle-ci. Alors je sais pas trop si verrouillé. La mienne était peut-être un peu fatiguée et c'est vrai que la Clio Williams c'était vraiment de mes voitures de rêve. Je m'attendais peut-être à vraiment un truc extraordinaire et j'étais un peu déçu. Effectivement, c'était un peu plus verrouillé que les Peugeot que j'avais eu et ça m'a un petit peu moins plu. Après, je suis passé sur un truc un peu plus bizarre. C'était une ZX 16V, les toutes dernières, avec le moteur 167 chevaux des 306 16. C'est une version qui n'est pas sortie très longtemps parce qu'ils sont vite passés à la Xara ensuite. Et alors ça, c'est une auto, pareil, qui était bien moche, bien ringarde à l'époque, mais que j'ai vraiment adoré. Ça ressemblait à rien, mais ça marchait bien. En châssis, c'était extraordinaire, avec le fameux train arrière autodirectionnel. Moi, qui aimais bien la glisse, j'étais aux anges. Je l'ai vraiment préféré par rapport à la Clio Williams. Et après, j'ai acheté justement une 306 16 avec la boîte 6, donc qui avait le même moteur, et que j'ai en fait moins apprécié, je la trouvais moins amusante.
Il y avait certes la boîte 6, mais qui était un petit peu moins bien étagée que la boîte 5 de la ZX. Donc voilà. Alors après la 306, je suis passé sur une 206 RC à l'époque. Voilà, que j'ai gardé un petit peu. Alors, j'ai jamais vraiment gardé très longtemps mes voitures. Déjà, je les usais assez vite. et voilà, c'est peut-être un peu après la déformation professionnelle de changer tout le temps de voiture. Voilà, t'es pas un sentimental, quoi. Je suis pas un sentimental. En fait, j'aime bien l'auto pour le plaisir que ça me procure derrière le volant. Après, l'objet en lui-même, je suis pas, voilà, j'ai pas l'âme d'un collectionneur et je me vois pas avec un garage de 30 voitures. Non, vraiment, ce qui m'amuse, c'est de les utiliser et d'avoir le temps de les utiliser. Donc avoir 20 bagnoles, ça m'intéresse pas. Et ensuite, je suis passé, parce que je voulais voir un peu comment se comportaient les différents modes de transmission. Donc, je suis passé sur des 4 roues motrices. Alors j'ai une Subaru Impreza STI, une Lancer Evo 8 qui était extraordinaire, vraiment. Cette auto, c'était je m'en souviens une de des celle-là premières aussi. autos avec les différentiels pilotés et tout. Et ça, quand t'aimais un peu la dérive, c'était vraiment sympa. Mais il se trouve que je faisais aussi du coup un peu de circuit avec ces autos et c'était pas des autos vraiment adaptées pour ça, c'était très lourd, ça usait beaucoup de consommables. Et donc après je suis passé sur une auto beaucoup plus adaptée pour le circuit, c'est une Lotus Elise. J'ai eu d'abord une 111R, donc avec le moteur Atmo 192 chevaux qui prenait plus de 8000 tours. Puis une SC, donc c'était le même moteur mais version avec le compressée. compresseur, Et voilà, et cette auto je l'ai gardée vraiment longtemps, c'est une des rares que j'ai gardé un peu longtemps. J'ai même dû la revendre parce que parallèlement j'ai commencé la compète et donc j'avais besoin de budget pour faire un peu de rallye. Et c'est même une auto que j'ai rachetée à la personne que j'avais vendue parce que voilà, dès que j'ai eu à nouveau un peu plus de moyens, elle me manquait, donc je l'ai rachetée et je m'en suis séparé il y a pas longtemps et je l'ai vendue d'ailleurs à un ami pour qu'elle soit pas trop loin. Donc, si toutefois je regrettais ma vente, je sais qu'il y avait toujours une solution pour la racheter. Bon alors, donc tu parles à l'instant de compétition. Alors, c'est vrai que tu as déjà pas mal fait de kart, tu as fait du circuit, mais tu as tenté aussi le rallye jeune. Le rallye jeune, c'était un peu la voie royale, je sais pas, mais en tout cas, c'est la filière qui a révélé les Sébastien, Loeb ou Ogier ont choisi son camp, chacun son truc. Comment ça s'est passé, ça ? Alors en fait, à l'époque, moi quand j'ai eu mon permis, j'avais absolument pas les moyens de faire de la compète, donc je courais après toutes les sélections qui étaient organisées. Alors notamment Rallye Jeune, c'était le plus connu, c'était le plus médiatisé, mais il y avait en fait tout un tas de sélections qui étaient organisées soit par des concessionnaires, des groupements de concessionnaires ou des écoles de pilotage. Alors des fois c'était pour gagner juste un rallye, une participation à un rallye, mais voilà, j'essayais vraiment tout ce qui existait, je cherchais à chaque fois toutes les sélections, etc. Et donc j'ai participé à un nombre de sélections, je ne saurais même pas dire combien. Et à chaque fois, je finissais un peu à la place du con, si tu me permets l'expression. C'est-à-dire que quand il prenait 3 personnes, je finissais 4. Quand il en prenait 2, je finissais 3, etc. Donc ça a un peu de mal à se décanter de ce côté-là. Du coup, les années ont passé et avec un ami avec qui on a commencé à faire un peu les zouaves en voiture, avec qui j'ai fait du circuit après. On s'est acheté une voiture de rallye. À l'époque, Renault lançait la coupe Twingo R1, donc c'était une Twingo RS quasiment d'origine avec juste les équipements de sécurité, arceaux, baquet, harnais, des pneus de compète. C'était une chouette bagnole, ça, je me souviens. C'était sympa, pas très puissant, mais en sensation c'était marrant. Et ça glissait bien. Et ça glissait bien. Et du coup, Renault Sport lançait cette coupe de marque en championnat de France des rallyes. Donc on s'est acheté à deux cette petite Twingo et hop, on était parti. On n'avait jamais fait de rallye, on n'avait jamais pris de notes l'un comme l'autre. Et donc on s'est retrouvé dans le grand bain tout de suite du championnat de France avec des petits jeunes qui avaient déjà des ambitions. Et donc c'était très sympa. On a fait je crois 2 saisons complètes. Ouais, quand même. Avec quelques succès quand même. On avait fait quelques podiums. On avait remporté le rallye du Var dans la coupe, donc c'était pas mal. Mais voilà, ça prenait énormément de temps les rallyes en championnat de France. Entre les recos, les déplacements, les 3 jours de rallye, ça te prenait à peu près une semaine à chaque fois. Comme tu avais 6 ou 7 rallyes par an, en gros toutes les vacances y passaient. Mine de rien, en budget, c'était aussi important. Donc on a fait que 2 saisons complètes.
Et après, c'était plus épisodique et j'ai basculé plus sur le circuit en participant justement à une autre sélection qui était organisée par Peugeot. Et à l'époque, ils cherchaient des pilotes. Ils cherchaient 8 pilotes en fait pour engager 2 voitures pour gagner un volant aux 24 heures du Nürburgring. Waouh. Alors moi à l'époque je ne connaissais rien du Nürburgring. Alors bien sûr je connaissais le nom, oui, mais bien sûr. J'y avais jamais roulé. J'ai vu cette sélection, je me suis dit bon bah ça coûte rien, on va tenter. Et puis bah alors peut-être parce que le cadeau m'intéressait moins, donc j'y suis allé voilà sans pression. Ça s'est bien passé, j'ai passé les sélections régionales, nationales, je suis arrivé en finale avec les pilotes des autres pays et j'ai réussi à remporter donc j'étais le pilote qui était sélectionné pour la France et donc j'ai eu droit à participer à mes premières 24 heures du Nürburgring, sachant que je n'avais fait aucune course sur circuit. Tu connaissais pas du tout le tracé. Je connaissais pas du tout le circuit. J'avais fait un tour il y a très longtemps où j'avais pas spécialement apprécié d'ailleurs parce que en fait quand tu connais pas là-bas c'est hyper piégeux, ouais. Tu as des changements d'adhérence, tu vois pas la moitié des virages. À l'époque j'étais en Clio RS, je m'étais fait peur 4 fois, je m'étais fait doubler par une vieille Astra diesel, un local bien en forme que je n'avais pas réussi à suivre et donc je m'étais dit l'humiliation ouais, quoi. Voilà, humilié, je me suis dit bon si c'est pour aller là et même pas pouvoir aller au-delà de ce que tu fais sur une route ouverte, ça m'intéresse pas. Donc Nürburgring c'était dossier fermé. Je me disais bon je comprends que ça plaise mais pour moi c'est pas mon truc. Mais alors dans quel état d'esprit t'étais au matin du départ d'une course de 24 heures sur un circuit terrifiant que tu connaissais pas? Alors bien sûr, donc avant de participer aux 24 heures, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de faire 2 courses de 4 heures, parce qu'en fait au Nürburgring pour participer aux 24 heures t'as tout un protocole, en fait il faut passer différents grades de VLN, permis, c'est ça. il faut déjà faire un stage théorique où t'es devant un écran pendant une demi-journée, tu passes virage par virage avec un type qui te dit là faut passer ici, il faut passer là, voilà. Ensuite t'as 8 tours à faire avec ce même moniteur qui décide si t'es apte ou pas à passer au 2e grade. Ouais. Le 2e grade, c'est faire au moins 2 courses de VLN. Donc le championnat VLN, c'est 10 courses en fait, exclusivement sur le Nürburgring, qui sont 10 courses de 4 heures. Donc il faut faire au moins 2 courses de VLN avec un certain résultat, avec un minimum de tours. Et une fois que tu as réussi à faire ces 2 courses sans encombre, tu as le droit de participer aux 24 heures. Donc il y a tout un processus avant. T'es quand même pas lâché dans la nature. Voilà, avant de participer à cette course de 4 heures, il y a un truc indispensable, c'est de toute façon de dégrossir sur simulateur. Et j'invite vraiment toutes les personnes, même pour tourner comme ça en loisir, c'est vraiment la contrainte numéro 1, c'est vraiment même pas dégrossir, c'est déjà de connaître par cœur le circuit sur simulateur. Parce que une fois que tu sais si ça tourne à gauche ou à droite, une fois que tu arrives là-bas, tu découvres que tu sais que si ça tourne à gauche ou à droite après les bosses, mais tu sais pas où sont les bosses justement, parce qu'il y a beaucoup le bitume est très dégradé par endroits, donc tu as des compressions, des délestages, des choses que tu vois pas forcément sur simulateur. Tu as des changements d'adhérence en permanence, parce que entre un virage qui vient d'être fait l'hiver dernier, qui a un bon grip, et le virage suivant qui a un bitume d'il y a 10 ans, qui est chargé de gomme et qui n'a aucun grip, ça peut te faire des changements de grip assez importants sur un même tour. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à assimiler. Sur le mouillé, c'est encore une autre dimension parce que c'est justement ces changements de grip, c'est décuplé. Et après, il y a encore le truc, alors là, c'est quand tu participes aux 24 heures, quand tu penses vraiment connaître la piste par cœur et que tu arrives pour la première session de nuit. J'allais t'en parler. Dans cette piste où rien n'est éclairé, enfin en tout cas la boucle nord n'est pas éclairée, tu as la partie F1 qui est bien éclairée, mais la boucle nord n'est absolument pas éclairée, à part par les projecteurs et les feux d'artifice des spectateurs, mais bon, voilà, la majorité de la piste est dans le noir complet, et comme c'est hyper tortueux, hyper vallonné, t'as beau avoir des phares hyper puissants, tu ne vois rien, tu ne sais pas où t'es. Et ça, vraiment, la première fois, c'est vraiment hyper flippant. Et quel souvenir que tu gardes de ces deux, donc 2 fois tu as fait les 24 heures du Nürburgring? Alors j'ai fait une première fois en fait avec Peugeot, où là t'as le statut de
pilote officiel, donc t'arrives, il y a ta voiture qui t'attend, t'as la Traité en combi à ton VIP, nom, quoi. on avait même une voiture de fonction, parce qu'en fait à l'époque ils faisaient ça pour accompagner le lancement commercial de la 208 GTI, donc c'était pour communiquer autour du retour du label GTI, et du coup pendant les 2 mois, voilà, on avait eu les stages, les premières courses et les 24 heures, et ben, ils nous avaient laissé une 208 GTI à dispo pour les déplacements, voilà, tu devenais vraiment un peu ambassadeur de la 208, et Pas mal, hein. toi t'es là, t'arrives la première fois sur la grille de départ, il y a 250 000 spectateurs, t'es en combi, t'es là-dedans, tu te dis... T'as ton camping-car là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, enfin, je vais me réveiller. Et voilà, et donc bah, la course se passe, en fait, comme t'as quand même l'adrénaline et tout, sur le moment tu te rends pas vraiment compte, enfin t'es tellement concentré, ça demande une telle concentration que t'es vraiment focus sur l'objectif de terminer, de pas faire d'erreur, parce que c'est course d'endurance, il y a plusieurs pilotes, donc si tu sors la voiture, bah, tu compromets la course de toute l'équipe. Les gars de chez Peugeot, bah, ils ont quand même un peu d'objectif, ils croient en toi, donc faut éviter de tout casser, quoi. Voilà, faut éviter de tout casser. Donc voilà, sur le moment, tu te demandes au début ce que tu fais là, après bah, tu es très concentré, et puis une fois que c'est fini, tu te dis mais je viens de vivre un truc complètement fou, quoi. Et donc voilà, alors ce qui est bien, c'est que, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça m'a un peu fait basculer vers le circuit, c'est qu'en fait l'équipe qui exploitait les 208, qui en fait étaient des sous-traitants de chez Peugeot, ont continué à faire rouler ces voitures, puis d'autres voitures, et comme ça s'était très bien passé avec l'équipe, on a fait des bons résultats, je m'étais bien entendu avec tout le monde, ils ont continué à me faire rouler sur d'autres championnats, notamment le championnat 24 heures Series, où tu as différentes courses de 24 ou de 12 heures en Europe. Et voilà, et j'ai eu la chance de refaire 2 fois supplémentaires les 24 heures du Nürburgring, donc une fois sur une 308 Racing Cup. La dernière fois c'était en 2019 sur une Audi R8 GT4. Donc là ça devient vraiment sympa, et je dirais que c'est en fait plus facile sur une voiture puissante, notamment en gestion de trafic. Ouais, parce que j'allais t'en parler. Voilà, t'arrives sur les voitures, alors bien parce sûr qu'il y a les des GT3, écarts de performance monstrueux entre les différentes catégories. Et je me souviens des premières courses de qualif où on était là sur des petites 208, des 208 Racing Cup qui font 140 chevaux, qui sont en pneus de série, et tu roules sur la même course que les mecs qui sont en GT3 en sur slick, une piste qui est hyper étroite. Tu passes ton temps dans tes rétros, tu quoi. passes ton temps dans le rétro, et je me souviens on avait fait mettre un rétro de taxi, donc un truc vraiment panoramique pour pouvoir, mais malgré ça en fait tu regardes dans ton rétro avant de prendre un virage, tu rentres dans le virage et en fait tu te fais surprendre parce qu'entre temps t'as pas vu le mec arriver parce que c'est hyper vallonné, il arrive comme une balle. Il arrive comme une balle, et quand t'as justement les types en GT3 qui se bagarrent, tu vois, qui sont 4-5 d'affilée, qui font le train-train, et le premier te voit, mais dès le deuxième il voit plus rien à ce qui se passe devant. Et toi t'es la donc mouche là, du coche. T'as intérêt à vraiment mettre 2 roues en dehors du goudron si tu veux pas te faire accrocher, parce que voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de stress sur des voitures peu puissantes. Et en fait, plus tu fais sur des voitures puissantes, et finalement plus c'est facile, parce que notamment cette gestion de trafic est plus facile. Alors j'ai une question d'un internaute, parce qu'il faut savoir, cher auditeur, que si vous suivez les comptes Twitter, Instagram ou Facebook d'Histoire d'Auto, vous pouvez poser des questions, parce qu'en général j'annonce les invités à l'avance. Et donc j'ai une question de Nonox pour toi, Mathieu. Est-ce que tu sais combien de tours de Nürburgring tu as effectué? Est-ce que tu as une idée un peu approximative? Alors c'est une question qu'on me pose souvent, et à chaque fois je sèche, je n'ai pas compté. J'ai essayé de compter, je pense que je dois être à peu près entre 250 et 300 tours. Voilà. Ça commence à faire. Parce que du coup c'est course... Des tours de 20 km, faut le rappeler, ça fait du kilométrage. Si on calcule, ça fait pas mal de kilomètres à tourner en rond. Mais comme en fait je fais parallèlement, du coup en fait cette expérience au Nürburgring ça m'a tellement plu que ensuite j'ai décidé d'en faire en fait des sujets pour l'Argus, donc d'emmener des voitures sportives de série sur la boucle nord pour voir comment ça se comportait, est-ce que ça se comportait différemment ici que sur des circuits plus classiques, et donc j'en suis je crois à quasiment 35 essais déjà au Nürburgring, donc rien que sur les essais en moyenne je fais 4 tours, ça suffit pour voir à peu près, pour prendre la mesure de l'auto et voir à peu près comment ça se comporte. Donc je suis déjà quasiment à 150 tours de Nürburgring rien que sur les essais de voitures de série. Donc après quand on rajoute 3 fois 24 heures, les quelques VLN, les quelques entraînements que j'ai fait, on doit être à peu près à 300 tours je pense.
Et alors le même Nonox demandait quel est ton record perso sur le ring, est-ce que tu as un chrono en tête Alors pareil, c'est une question qu'on me pose souvent et malheureusement à chaque fois je fais des déçus parce que en fait j'ai tu pas vraiment vas pas pour te parce que, chronométrer quoi. Voilà, en fait quand on fait les essais c'est sur les journées open. Les Touristenfahrten. Les fameux Touristenfahrten, donc il y a beaucoup de trafic. C'est de toute manière interdit de faire des chronos sur ces sessions-là. Donc ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce qui plaît en vidéo, on voit, c'est plus un peu les petites bastons dans le trafic que vraiment le chrono en lui-même. On voit quand on sort des vidéos et qu'il y a un peu de bagarre, c'est des vidéos qui marchent très bien, qui se partagent très bien, il y a beaucoup de commentaires, ah mais regarde, il suit telle voiture avec telle voiture, finalement cette caisse-là c'est moins bien, etc. Alors que quand tu fais ton tour un peu tranquille, bah voilà, il y a moins d'émulation, moins de commentaires, donc voilà, je pense que les internautes aiment bien quand il y a un peu de trafic et préfèrent ça plutôt que vraiment le chrono, que je pourrais pas donner parce que de toute façon comme tu te fais gêner, même sur un tour tranquille, il y a toujours des endroits où tu te fais gêner, donc voilà, ça ressemblera à rien de donner des chronos qui sont pas comparables entre eux. Alors tu disais, tu as fait une trentaine de voitures sur ces fameuses sessions au Nürburgring pour l'Argus, lesquelles t'ont vraiment impressionné. Est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu ? Alors oui, alors il y en a qui m'ont vraiment impressionné, il y en a qui m'ont, alors pas vraiment déçu mais surpris. Le bon exemple à ce sujet c'est l'Alpine A110. Que j'avais essayé donc fin 2017 à la présentation, que j'avais trouvé vraiment génial. Ouais, comme nous tous en fait. Comme beaucoup de personnes. Ah, tu peux dire France tous les confrères, parce que même à l'étranger visiblement ils ont kiffé quoi. Qui a fait l'unanimité. Donc c'est une auto qu'on a repris plus tard. On avait fait un match avec une Alfa Romeo 4C sur un petit circuit, le circuit de la Ferté-Gaucher en région parisienne. Pareil, j'avais retrouvé une auto vraiment hyper sympa, très facile à mener, vraiment qui téléphonait bien, progressive, beaucoup plus que l'Alpha 4C qu'on avait ce jour-là justement, qui était un peu plus brutal dans ses réactions, un peu moins accessible. Et donc je fais ce match, je sais plus, un vendredi. Le lundi, je devais aller au Nürburgring avec, en me disant bon, ça va être top. Et là, je suis arrivé sur la boucle nord et je me suis retrouvé avec une auto vraiment délicate en fait à conduire parce que le circuit est très rapide, très bosselé, et en fait tout ce qui faisait le sel de cette auto dans le serré, c'est-à-dire d'avoir une suspension un peu souple, d'avoir un train arrière très joueur, donc qui la rende en fait joueuse mais facile à mener à basse vitesse, bah là la rendait en fait à haute vitesse plus délicate, l'amortissement était insuffisant sur les bosses, on tapait les butées, donc ça te faisait perdre l'adhérence un peu brutalement. Voilà, donc je me suis retrouvé avec une auto que je trouvais géniale, et là en fait sur ce tracé je me suis dit bah non, ça devient un peu délicat. Et après c'est pas une auto que j'ai vraiment critiquée parce que Alpine l'a jamais vendue comme une tueuse de chrono. C'était vraiment voilà l'idée, je pense que le cahier des charges c'était une auto qui était sympa dans le sinueux sur petite route de montagne. Si on veut vraiment faire du chrono au Nürburgring, bah, dans le groupe Renault on prend une Mégane RS Trophy R, et là voilà t'as un truc pour le coup dans le sinueux qui est pas très drôle, mais qui voilà, quand tu mets du rythme et que tu veux faire des chronos, là ça devient vraiment une arme redoutable. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai trouvé intéressant avec ces essais au Nürburgring, c'est que tu voyais des choses que tu ne voyais pas ailleurs. Et voilà, donc ça c'était le premier exemple avec la 110. Ensuite, pour rester sur la 110, ils ont sorti donc la version A110S, qui là pour le coup était plus typé circuit, plus rigide, plus stable à haute vitesse. Et quand on l'a essayé au Nürburgring, on a trouvé effectivement beaucoup d'améliorations, une auto plus sécurisante, plus efficace. Par contre, ça a montré un autre problème, c'est que comme la voiture était plus rigide, la suspension était plus rigide, les roues décollaient plus facilement du sol sur les bosses, et tu te retrouvais avec des petits problèmes d'ABS, notamment quand tu attaquais les freins et que la roue n'était pas forcément bien posée avec le sol, bah, tu pouvais te retrouver sans frein. Alors c'est une petite demi-seconde, le temps que le calculateur... mais une demi-seconde sur le Nürburgring, voilà, ça fait quelques mètres déjà. Et voilà, et ça c'est aussi une chose que je n'avais pas repéré du tout sur les autres circuits sur lesquels j'avais essayé cette voiture, et donc voilà, c'est ce qui fait un peu l'intérêt de ces essais, d'avoir vraiment un angle différent, une conduite et un environnement différent qui permet d'aller chercher des petites choses que tu vois pas forcément ailleurs.
Et accessoirement, ça marche bien parce que je suis allé voir sur la chaîne YouTube de l'Argus et la vidéo la plus vue, c'est celle dont je parlais en introduction avec l'Alpha Quadrifoglio, où tu es à plus de 2 millions de vues, je crois. Ouais, à plus de 2 millions. Alors c'est vrai que ces vidéos marchent très bien. Bah, l'intérêt du Nürburgring, c'est que c'est connu vraiment dans le monde entier. Donc quand tu regardes sur YouTube les stats de vues dans le monde, bah, il y en a autant. Alors bon, bien sûr, ça dépend des marques. Tu fais une Civic Type R ou une NSX, bah, il y a beaucoup de trafic qui vient du Japon. Tu fais une Mustang, bah, il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. Donc voilà, c'est un circuit qui est un peu universel. Et puis c'est aussi l'avantage de faire une caméra embarquée sans commentaire. C'est que ça parle à tout le monde. Il n'y a pas la barrière de la langue. Voilà, tout le monde peut le regarder et essayer de voir comment ça se comporte. Donc c'est aussi l'avantage, et c'est vrai que bah oui, du coup sur notre chaîne ça fait beaucoup de vues, donc c'est bien. Alors si toi qui maintenant est, on peut dire, un petit expert du Nürburgring, si tu devais donner un conseil à un gars qui, par exemple comme moi, qui a jamais mis ses pneus sur le Nürburgring de toute sa vie et qui aimerait bien un jour essayer pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un grand débutant comme ça ? Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais un peu de la compétition, c'est pour moi la chose vraiment indispensable avant d'y aller, c'est de connaître, de réviser le tracé. De réviser le tracé sur, voilà, ce tracé-là, il est dans tous les jeux vidéo d'auto. Voilà, moi, je suis à la base pas très simulateur, j'avais demandé à un pote qui me prête une console pour que je révise et tout, voilà, mais vraiment trouver le moyen de dégrossir au maximum et de connaître au maximum le tracé avant de poser ses roues là-bas. Comme je disais, ça permet de savoir déjà si après les bosses ça tourne à gauche, à droite, si faut freiner avant ou après, parce que soit tu as une épingle derrière la bosse, soit tu as en fait un bout droit, donc il n'y a pas besoin de freiner. Donc voilà, c'est vraiment le conseil numéro 1, c'est vraiment de dégrossir au maximum. Après, éviter les sessions, les Touristenfahrten du week-end, où là, alors ça peut être marrant quand il va en spectateur, parce que c'est vraiment, il y a de tout. T'as des mecs qui sont avec leur GT3 préparé, machin, qui tournent hyper bien, qui connaissent par cœur, mais qui tournent avec papy et mamie qui viennent avec leur SUV juste parce qu'ils étaient dans le coin et qui se font leur petit tour de Nürburgring parce que c'est mythique. J'ai déjà vu des camping-cars, j'ai déjà vu, et alors surtout l'autre truc qui peut être vraiment dangereux, c'est qu'ils mélangent voiture et moto. Donc pareil, là t'as des mecs des fois en scooter qui font un tour et des mecs qui sont avec une R1 préparée qui connaissent par cœur. Donc le livreur de pizza qui fait un détour par là. Un peu la foire d'empoigne et le trafic, enfin ça peut devenir vraiment dangereux, et je voudrais vraiment mettre en garde les personnes qui sont attirées par ce circuit. C'est un circuit où il y a des accidents graves tous les ans, notamment les motards pour les raisons qu'on imagine, mais voilà, ça peut vite, c'est un circuit qui paraît sympa mais qui peut vite devenir très dangereux. Notamment ce qui est dangereux là-bas, c'est vraiment les suraccidents. Comme tu as peu de visibilité derrière les bosses, si tu te loupes derrière un virage, que le mec arrive derrière, enfin voilà, ça peut vite devenir dramatique. Donc ce que je conseille, au-delà de bien dégrossir, c'est de plutôt tenter les sessions en semaine, puisque le circuit ouvre donc souvent le week-end, mais ils ont aussi des sessions de 2-3 heures tous les soirs en semaine. C'est d'ailleurs là qu'on fait nous nos essais, parce que c'est plus calme, il y a moins de touristes entre guillemets. Les gens qui viennent là, c'est plus des gens qui ont l'habitude du circuit, qui connaissent, qui habitent dans le coin, qui vont se faire leurs 2 petits tours en sortant du boulot, histoire de décompresser. Et voilà, il y a moins de trafic, c'est plus facile à appréhender, parce que quand tu découvres le circuit, il faut être à la fois devant, dans le rétro, voilà, c'est pas facile. Donc voilà, les 2 conseils basiques, c'est vraiment apprendre le circuit avant, et pour commencer, y aller plutôt sur les sessions en semaine ou un peu hors saison, où tu sais qu'il y aura un petit peu moins de trafic. Et si c'est gramouillé, je passe mon tour ? Et si c'est gramouillé, tu passes ton tour, parce que pareil, il vaut mieux connaître bien le circuit avant de... Il y a tellement de choses à assimiler, comme je disais, au-delà du tracé, il y a le relief, et il y a les changements de grip, et là sur le mouillé, les endroits que tu penses connaître, finalement tu vas arriver dans un virage où tu as une adhérence limite verglas, et finalement le virage d'après, il y a du grip. Des fois même dans un même virage, ils refont une partie et pas l'autre, donc il suffit de prendre une trajectoire pas logique pour avoir du grip, mais si tu prends la trajectoire normale, c'est une patinoire, donc voilà. Sur le mouillé, c'est vraiment, et notamment avec des pneus de série, c'est un peu moins vrai que des pneus de compète en course, parce que bon, là c'est du pneu fait pour, et donc une fois que le pneu est chaud, il y a quand même du grip. Mais une auto avec des pneus de série, ça peut devenir vraiment hyper glissant. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait les essais, moi je check la météo vraiment le matin même avant de partir, parce que si c'est mouillé, on n'y va pas. On n'y va pas.
Bon, alors même si Mathieu Santis n'y va pas contre ses gramouillés, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, je crois on va terminer là avec le Nürburgring. On va parler maintenant de ton expérience, enfin je devrais dire tes expériences au Tour Auto. Hein. La dernière, c'était cette année, fin août, début septembre. Tu l'as fait au volant d'une BMW 2002, ta 4e participation. Tu étais, alors c'est drôle, tu faisais le coéquipier avec Géraldine Gaudy, qui était la première invitée du podcast, que j'embrasse au passage. Vous pilotez tous les deux, hein, elle aussi, elle pilote en Caterham, elle l'avait raconté. Vous avez comment tiré à la courte paille pour savoir qui allait conduire, ou comment ça s'est passé? Alors non, justement, alors comme tu le dis, comme on pilote tous les deux, l'idée quand on a participé, c'était pas d'avoir un pilote et un copilote, c'était vraiment de se passer le volant au fil des épreuves. Et en fait, au Tour Auto, on a 2 types d'épreuves. On a à la fois les spéciales sur route fermée, donc qui reprennent souvent des spéciales de rallye des régions par lesquelles on passe, et les épreuves sur circuit, où là on fait un chrono. Alors ça dépend si tu es engagé soit en compétition, soit en régularité. Les 2 épreuves diffèrent un petit peu. On peut peut-être expliquer. Ouais, peut-être rappeler la différence entre les deux. Alors en compétition, c'est bien simple. Les gars engagés en compétition, ce qui compte, c'est le chrono. Donc que ce soit sur circuit, il faut faire le meilleur chrono possible, ou en spécial sur route fermée, il faut faire le meilleur chrono possible. Donc là, c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on connaît. Mais au Tour Auto, tu as une deuxième catégorie, un autre plateau qui est la régularité. C'est là où vous étiez? C'est là où on était, parce que ça permet déjà d'engager des autos un petit peu moins préparées, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'arceau, tu n'as pas besoin de baquette, tu n'as pas besoin que la voiture ait un passeport technique soit homologué FIA, voilà, tu peux faire ça avec une auto pratiquement de série. Et alors là, le principe, donc sur circuit, en régularité, tu as 10 minutes de reconnaissance, tu reconnais le circuit. Ensuite, ils agitent un drapeau, et là, tu dois faire un tour de référence, au rythme que tu veux. Peu importe, tu peux attaquer, tu peux te traîner, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, tu dois faire 3 tours, et 3 tours exactement dans la même seconde que celui de ton tour référence. Donc, il faut vraiment être hyper régulier. Donc ça, c'est pour le circuit. Sur circuit, encore, ça doit être relativement facile. Alors, relativement facile, oui et non, parce que si tu étais tout seul sur la piste, ça ne poserait pas de problème. C'est ça, tu as le trafic à gérer. Tu as le trafic à gérer, tu as beaucoup d'écart de performance entre les voitures, tu as des voitures qui ne sont pas forcément performantes. Moi, je me souviens, la première année, je l'avais fait avec une Peugeot 204 coupée qui faisait 53 chevaux. Je peux te dire que quand tu te faisais gêner dans les derniers virages, tu avais intérêt à cravacher avant la ligne pour essayer de récupérer ton retard. Donc, c'est pas si facile que ça. Mais bon, je peux l'expliquer après. Et juste pour finir avec l'explication, donc sur les spéciales sur route fermée, quand tu es en régularité, au départ d'une spéciale, on te donne une vitesse moyenne à respecter. Donc je dis n'importe quoi, on te dit tu dois tenir 64 km/h sur les 15 km de la spéciale. Il se trouve qu'au Tour Auto, tu n'as droit à aucun équipement en dehors de ceux de la voiture, c'est-à-dire ton compteur kilométrique, ton compteur journalier, et un chrono à aiguille. Tu n'as pas le droit de chrono numérique, etc. Et donc, avant de participer au Tour Auto, tu sors ce qu'on appelle des tables de moyenne. Donc, tu sors une table par vitesse. Par exemple, tu sors entre 40 et 80 km/h, parce que c'est à peu près les différentes moyennes qu'on te donne avant les spéciales. Tu vas noter toutes les 10 secondes la distance que tu devrais parcourir quand tu roules à 40. Donc 10 secondes, tu sais que tu dois être à, je dis n'importe quoi, à 300 mètres, à 20 secondes, à 700 mètres, à 30 secondes, étalonné etc. pour le compteur kilométrique de ta voiture. Voilà, évidemment. Alors ça, il faut l'étalonner bien sûr avec ton compteur, puisqu'évidemment, chaque compteur a sa marge d'erreur, et voilà. Et surtout, donc, tu n'as pas le droit à de l'équipement annexe, donc quand tu tombes sur 380 mètres, tu sais que sur ton rouleau de compteur journalier, tu vas être un petit peu avant le 4, bien avancé sur le 3, et voilà, donc c'est une précision assez relative. Et en fait, sur cette spéciale, il suffit pas de tenir cette moyenne et de faire un chrono à la fin. Tu as 10 points de passage où il vérifie que tu es bien dans la moyenne, et si tu es un peu en retard, un peu en avance, tu prends quelques secondes de pénalité qui s'additionnent à la fin, et tu peux te retrouver rapidement avec beaucoup de secondes de pénalité. Donc l'idée, c'est de vraiment tenir la moyenne tout au long de la spéciale. Et donc c'est pas très compliqué quand c'est une spéciale en ligne droite, parce qu'il suffit de te caler à la vitesse, même si le compteur est pas très précis, tu arrives à te caler. Mais évidemment, les spéciales, c'est jamais droit, il y a du relief, il y a des virages, des épingles, et donc ça te casse la moyenne, et donc il faut revenir le plus vite possible à ta vitesse moyenne. Donc ce qui est dur, c'est de vraiment gérer les changements de rythme entre les lignes droites où il se passe rien, honnêtement,
et les parties sinueuses où là tu mets beaucoup de rythme d'un coup parce qu'il faut être dans le rythme de ta moyenne. Donc honnêtement, la régularité, c'est quelque chose que je voyais un peu. Je me disais, bon, c'est gentillet quand tu connais pas trop. Et en fait, une fois que tu testes, tu te prends vraiment au jeu. C'est pas facile du tout. Et voilà, ça fait donc maintenant 4 fois que je le fais sur le tour auto, avec plus ou moins de réussite. Mais voilà, c'est vraiment un exercice qui est sympa. Et voilà. Et donc avec Géraldine, vous alterniez, un coup c'était l'un qui faisait copilote et l'autre coup il faisait pilote, comment ça va fonctionner? Non, du coup en fait on s'est dit, comme moi j'avais un peu plus l'habitude du rallye et de tenir cette moyenne, moi je prenais le volant sur les spéciales sur route fermée, et Géraldine, comme elle a plus l'habitude du circuit, comme tu disais, elle roulait en Caterham Cup, etc. Elle est connue pour être assez régulière au volant, donc sur circuit, et donc elle a pris les épreuves sur circuit. À une exception près, le circuit de Lénon, parce qu'il a plu, et voilà, elle connaissait pas la voiture, elle sentait pas trop sur le mouillé, donc on a interverti juste pour cette épreuve-là. Mais voilà, ça s'est très bien passé, notamment à Lénon, on a fini premier de l'épreuve, on a fait 3 tours exactement dans le même chrono, donc voilà, on a eu une petite victoire d'épreuve en cours de tour auto, donc c'était la petite satisfaction. Et en termes de préparation, comment ça s'est passé? Parce que la voiture déjà, donc c'est une voiture que Benolé Allemagne avait prêtée en fait, donc tu la découvres à quel moment la voiture? Alors là c'était un petit peu la petite appréhension qu'on a eue avec BMW cette année. Effectivement, c'est une voiture qui venait du musée BMW de Munich, donc l'auto était comme neuve, impeccable, vraiment impressionnante. Par contre, elle est arrivée, le départ, c'était, en fait, il fallait amener les voitures. Les voitures sont exposées au Grand Palais éphémère à Paris la veille du départ, le lundi. On a reçu la voiture, elle est arrivée par camion le dimanche après-midi. Directement de Munich, donc on n'a pas eu le temps de vraiment se préparer, de bien étalonner le compteur, de même conduire un petit peu chacun. Enfin, on l'a fait, mais voilà, on est parti une petite heure en essayant d'étalonner le compteur sur des bornes kilométriques sur la route, mais honnêtement, on a eu du mal, et on s'est dit ça va être compliqué le lendemain, puisque en fait vraiment l'étalonnage de ton compteur, comme tu n'as que ça pour te repérer, c'est capital. C'est vraiment capital, c'est le truc qui fait que tu vas réussir ou pas à tenir ta moyenne sur les routes. Donc le lendemain, il y a juste 5 km où tu peux étalonner ton compteur, donc on l'a fait là un peu à l'arrache. Donc les premières spéciales, c'était pas idéal, et puis en fait au fil des spéciales, comme tu sais à quel checkpoint tu es en retard en avance, tu arrives à déduire quelle est ta marge d'erreur de compteur, donc à te recaler un petit peu, à recalculer toutes tes tables. Donc c'est pas de tout repos, mais comme je disais, on se prend vite au jeu, et donc au fil du rallye, ça s'est de mieux en mieux passé. Et on est arrivé le dernier jour, on était 3e de notre catégorie, on était 6e au général, donc pour une auto qu'on découvrait, qui n'était pas étalonnée avant, on était vraiment content. Géraldine, c'était son tout premier tour auto, elle s'est vraiment hyper bien débrouillée, elle était parfaite en copilote, parfaite en pilote sur le circuit. Donc on commençait à croire au bon résultat, sentir le champagne au podium, arriver. voilà. Et puis malheureusement, il restait plus que 2 spéciales à parcourir, donc on avait fait vraiment 95% du tour. Et là, on a eu un petit problème technique, une courroie qu'on a décidé autrement et qui nous a laissé sur le carreau. L'auto roulait, mais on ne pouvait pas dépasser 30 à l'heure. En fait, c'est la courroie qui entraînait la pompe à injection, et donc dès qu'on accélérait, la voiture s'étouffait. Donc on a pu quand même faire rapatrier l'auto à Nice pour passer la ligne d'arrivée symboliquement, pour avoir à la fois la photo finish et puis pour être quand même dans le classement, même si du coup comme on a loupé 2 spéciales, je sais plus, on a pris 6000 secondes de pénalité. Enfin voilà, on a fini avant-dernier, donc on était dans les choux, mais au moins c'est rageant, quoi. On est sur le classement, on n'est pas dans les abandons, et ça nous tenait à cœur de vraiment passer cette ligne d'arrivée à Nice après 5 jours intenses et à plus de 2000 km d'épreuve. Bon, du coup, t'as qu'une envie, c'est de te venger l'année prochaine. Évidemment, comme ça s'est bien passé entre nous, que voilà, c'était vraiment sympa, on était bien complémentaires, on a vraiment envie de recommencer l'année prochaine avec peut-être un peu plus de préparation. Ça dépendra à quel moment on vous livrera la voiture, c'est toujours pareil. C'est ça, bon écoute, on verra. Mais en tout cas, si c'est la même, remarque, c'est bon. C'est ça, l'avantage au tour auto, et souvent ceux qui finissent bien, ils ont la même voiture d'une année sur l'autre, parce que il n'y a pas besoin de tout réétalonner, tu connais bien ta voiture, normalement tu l'as bien révisée, et donc c'est aussi sur la fiabilité et la longévité que ça joue, ce genre d'épreuve. Faudra bien vérifier les courroies. C'est ça.
Bon, on arrive vers la fin de ce podcast et comme tu le sais peut-être, je les termine toujours presque toujours, des fois c'est pas le cas, mais en général c'est le cas, par 4 questions rituelles. Et la première c'est, je pense que la réponse est oui, j'imagine que tu es souvent sur les sites d'annonces automobiles. Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive. Alors, quelle est ta dernière recherche ? Alors moi, je dois avouer une petite déviance là-dessus. On en a tous. Hein. Ouais, on en a tous. Alors, moi, j'ai deux marottes. J'ai à la fois, secrètement, j'aurais bien monté une collection, si toutefois j'avais la place et le temps et l'argent, une collection de voitures moches. Je m'attendais pas à ça. Il y a eu beaucoup de voitures moches et je sais pas, je me prends d'affection à chaque fois pour ces autos. Alors ça va de l'Aston Martin Lagonda au Fiat Multipla, en passant par le Sangyong Rodius, quelques Renault, je sais pas, une Fluence ZE plutôt, avec le beau porte-à-faux arrière allongé, les Kangoo Bebop, voilà, toutes ces choses-là. Un musée des horreurs. Un peu un musée des horreurs et voilà, ça m'a toujours un peu fasciné ces autos en me disant, bon, il y a déjà quelqu'un qui l'a dessiné et derrière quelqu'un qui a dit ok, c'est super parti, idée mec, on y va quoi. Et donc souvent c'est des autos qui sont forcément pas très bien vendues, dont les propriétaires ont un peu de mal à séparer, et donc j'avoue que ça m'amuse, c'est pas très gentil, mais de voir à quel prix des fois des autos qui peuvent être très bien, je sais pas, des Renault Velsatis, des autos qui étaient plutôt bien dans leur catégorie, mais voilà, qui sont aujourd'hui à des prix dérisoires parce que les pauvres propriétaires ont du mal à s'en séparer, quoi. Donc voilà, donc les recherches, voilà, ça peut aller, je te dis, du Sangyong Rodius, de la Renault Velsatis, de choses comme ça. Et alors j'ai aussi une deuxième petite déviance qui est assez proche, en fait, c'est d'essayer de retrouver des autos que tout le monde a oubliées. Ouais. Des autos qui peuvent être très bien, mais voilà. Alors je pense, je sais pas, à des Suzuki Kizashi. Oula, ah oui, c'est pointu. À des Hyundai Azra. Oh la vache. Tu vois des modèles un peu complètement exotiques qui sont vendus à 3 exemplaires. Ouais. Alors souvent il y en a une au Parc Presse, une au siège pour le PDG, et puis une, voilà, peut-être un mec qui a acheté ça par accident, qui était dans le showroom, et le commercial a réussi à lui refourguer le truc qui était sur le parking depuis 3 ans. Et pareil, j'adore voir en fait ces autos qui sont souvent de très bonnes autos, mais qui se vendent à des prix dérisoires, parce que je me dis en fait, personne ne recherche ces autos-là, et donc les pauvres propriétaires qui essaient de s'en séparer, je pense qu'ils n'ont jamais un seul coup de fil, un seul mail pour demander des renseignements. Alors je vous appelle pour l'annonce. Vous êtes sûr ? C'est pas une erreur ? Non, mais le concept du musée des horreurs et des fails, bon, après je sais pas si ça a attiré tant de monde que ça, puisque si ça a été des fails à l'époque et si on les trouvait moches à l'époque, est-ce que les gens seraient prêts à visiter un musée qui rassemblerait ce genre de choses ? Non, mais là c'est vraiment un truc personnel. Ouais. Et du coup, heureusement que j'ai pas de place et heureusement que j'ai pas d'argent pour ça, parce que voilà, je sais que je pourrais partir là-dedans, quoi. Ouais, je pense que avec peut-être avec Olivier Duhautois, il y aura moyen de s'arranger, parce qu'il aime bien aussi les trucs un peu déviants. Genre de modèle un peu exotique, effectivement. Et lui, il a la place. Olivier qui était également l'invité, alors je sais plus de quel épisode, je m'y perds, il y a trop d'épisodes, ça y est, mais qui est le rédacteur en chef du magazine Daciatitude et qui a une passion pour les merguez. Et je me souviens qu'à l'époque où je l'avais interviewé, il recherchait des Renault 25 GTD. Voilà, je crois que ça résume à peu près la philosophie du bonhomme. Deuxième question rituelle, mon cher Mathieu, ton meilleur souvenir de road trip ? Oula, alors meilleur souvenir de road trip, ça va être compliqué de faire un classement. Oula. Parce qu'en fait, bon, déjà dans notre métier, ça nous arrive de voyager beaucoup, de faire des trucs très sympas. Et du coup, quand arrivent les vacances et qu'il faut partir quelque part, j'essaie toujours de trouver un truc un peu plus exotique, un peu plus dépaysant. Et quand je suis en vacances, j'ai vraiment besoin de voir des endroits et de rencontrer des personnes que je ne vois jamais toute l'année. Donc je cherche vraiment des choses dépaysantes. Donc j'ai fait des voyages vraiment extraordinaires en Bolivie, au Pérou, en Islande, en Australie, au Japon.
Alors peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était mon voyage en Mongolie. On est parti donc avec ma femme qui est aussi bien branchée voyage des paysans et donc mon ancien copilote avec qui je sortais, qui a eu l'habitude de faire des raids en 4x4. Gilles qu'on salue. Gilles qu'on salue s'il nous écoute. J'espère que t'écoutes, Gilles. Et donc on est partis tous les trois, on a eu beaucoup de mal à louer une auto parce qu'en fait dans ce genre de pays tout est assez encadré, en fait tu peux pas louer une auto toi-même, tu pars forcément avec un guide parce que c'est quasiment impossible de te repérer, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas vraiment de plan détaillé, c'est que des pistes, tu passes dans le désert, on est passé dans le désert de Gobi, là tu n'as absolument aucune indication. Et on a réussi quand même par des contacts à louer un gros Toyota qui passait par... Alors là-bas c'est marrant en Mongolie, soit tu loues en fait des Toyota, ils te disent bon c'est fiable, par contre si vous avez un problème, dans les villages reculés, il n'y aura pas de pièces, donc vous allez être immobilisé. Donc soit tu loues un Toyota, soit tu loues le Vaz, donc voilà, le véhicule russe. 4x4 soviétique, oui. Voilà, où là ils te disent, là c'est pas très fiable, par contre, quel que soit l'endroit où vous tombez en panne, il y aura toujours quelqu'un qui pourra pour vous le dépanner. Bon, on a quand même fait le choix du Toyota, même en termes de confort. On s'est dit que ça allait être un peu plus sympa pour faire, je sais plus, on a fait quasiment 4000 km de piste, donc... Ouais, quand même. Et donc voilà, ce pays est complètement extraordinaire, tu pars, il y a des fois pendant 2-3 jours tu ne croises personne, mais vraiment personne. Je me souviens, on avait dormi près d'une rivière, là voilà, au milieu de 2 jours on n'avait vu personne, donc voilà, tu sors les tentes, tu te poses un peu où tu veux, et puis là le matin t'entends du bruit, t'es censé être à 500 km du premier village, tu te dis bon, c'est un peu inquiétant, et là t'ouvres ta toile de tente, et là tu vois genre un troupeau de chevaux sauvages qui est en fait juste en train de s'abreuver dans la rivière. Ouais, perso c'était la première fois que je voyais des chevaux vraiment à l'état sauvage. Ouais. On a vu d'autres voilà, de la faune comme ça assez hallucinante. Tu vois des paysages, mais l'image de la Mongolie, j'avais un peu, tu sais, un peu les plaines hyper vertes sur des étendues et tout, et avant de partir on se disait, est-ce que ça, pendant 15 jours, au bout d'un moment, ça va pas être lassant? Et en fait, alors oui, c'est comme ça près de la capitale, ou quand tu t'éloignes un peu, mais quand tu t'éloignes vraiment et que tu vas notamment dans le désert de Gobi, tu as des paysages mais complètement hallucinants de désert, où d'un coup, tu as une source qui naît, et du coup, tu as un canyon où tout est hyper vert, tu as de la roche rouge, noire, blanche, et tu es des fois à des endroits où tu vois... je sais pas, à 100 km devant, 100 km derrière, 100 km à gauche et à droite, et tu te rends compte vraiment de l'immensité du monde dans lequel tu vis, et voilà, c'est vraiment des images extraordinaires. Ouais, ça change de ton 40 mètres carrés parisien. Effectivement, ça change, et tu reviens avec des souvenirs géniaux et des rencontres forcément atypiques. Alors, en Mongolie, c'était pas si facile de communiquer avec les locaux, parce qu'en fait, au-delà de la barrière de la langue, tu te rends compte qu'on est tellement éloigné que même en fait le langage des signes et les gestes sont pas les mêmes. Ouais. Et donc tu te retrouves vite un peu bloqué. C'est peut-être ça la seule petite déception de ce voyage. C'est vrai que d'habitude, comme tu es un peu en voyage avec un guide qui parle la langue, donc c'est plus facile d'échanger avec les locaux. Là, quand tu es un peu tout seul, c'est un peu moins facile, mais voilà, c'était vraiment le seul regret de ce voyage. Dépaysement total. Dépaysement total. Alors, 3e question, ton garage idéal, t'as pas de limite de budget, tu dois me trouver 4 voitures, mais il faut quand même à peu près que ça corresponde à ton mode de vie. Alors, ce qu'il me faudrait déjà, comme je te disais, je suis vraiment passionné par le pilotage, les réactions de la voiture et tout. Il me faudrait déjà 3 architectures différentes. Une traction, une propulsion, une 4 roues motrices. Ouais. Alors en traction, qu'est-ce que je pourrais prendre une auto un peu radicale, par exemple une Mégane RS Trophy R, voilà, ça me va bien, on peut faire un peu de circuit, t'as des sensations, c'est un peu joueur, t'as des sensations un peu rallye, c'est sympa, ça me plairait bien. En 4 roues motrices, il y a beaucoup de choses, pas forcément un truc très puissant. Là, tu vois, dernièrement, j'ai vraiment adoré la Toyota GR Yaris. Donc c'est pas une auto très puissante, mais c'est vraiment une auto qui est réglée, très joueuse, vraiment parfaite pour de la petite route, du rallye, des routes un peu défoncées. Ça t'a rappelé ta Lancer? Ça m'a rappelé ma Lancer. Alors même s'il n'y a pas de pompe pilotée, c'est pas aussi magique en transmission, mais voilà, en voiture moderne,
C'est vraiment une auto qui m'a bien plu. Ça pourrait vraiment faire partie de mon garage idéal, même si voilà, c'est pas un monstre de puissance, mais voilà, encore une fois, je suis plus attiré par les réactions de l'auto en virage que vraiment les performances en ligne droite. Et puis en propulsion, alors si j'ai quand même je te disais que je suis pas forcément attiré par les autos puissantes, mais là quand même j'ai mon petit Graal dans la production automobile actuelle, c'est les McLaren. Ouais. Pareil, pas forcément une Senna ou une 720S ou une 765 LT, juste tu vois une 570S ou une 600 LT, donc c'est la petite entre guillemets chez McLaren. Et cette auto, alors c'est pas une auto que je trouve très jolie, c'est pas une auto que je trouve très mélodieuse en moteur, c'est un moteur turbo qui est un peu, voilà, qui a une sonorité pas top. Mais vraiment en feeling de conduite, en réaction de châssis, vraiment en comportement dynamique, c'est vraiment une auto que je trouve vraiment à mon sens loin au-dessus des autres, au-dessus des Porsche, des Ferrari. Voilà, c'est vraiment un feeling particulier et avant d'avoir essayé, on peut pas se douter, et c'est vraiment pour moi une auto qui sort du lot dans cette catégorie, et c'est vraiment une auto que je rêve d'avoir. C'est vraiment une grosse Lotus, quoi. C'est ça, j'allais te le dire. Avec des chevaux et non, c'est vraiment extra comme auto. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Et alors la quatrième, du coup. Alors il m'en manque une. Alors est-ce qu'on a droit à des autos de course? Parce que ah bah si ton mode de vie c'est aussi des sorties circuit, bon, s'il n'y a pas des limites de budget, ça manque un peu de familial là. Disons que bon, si tu veux aller faire les courses à Ikea, à la limite la Yaris. Il y a 4 places, il y a un petit coffre, c'est vrai, la Yaris peut faire office. Allez. Donc t'as droit à une voiture de course. Voiture de course, bon là il y en aurait, ce serait compliqué. Alors comme je suis un peu plus rallye, ce serait soit bien sûr une groupe B de la grande époque, peu importe, je serais pas difficile. 205, une Audi. Même une MG Metro 6R4. Même une Metro 6R4, en plus je crois que c'était bien casse-gueule comme auto. Ah oui. Tu vois la gueule du truc déjà qui est aussi long que large, voilà, tu te dis que ça va être chaud, quoi. Tu sais que ça va pas bien se passer, mais c'est le genre de truc qui pourrait m'attirer. Non, ou alors en fait les WRC modernes qui sont finalement, on dit que voilà, on est dans une ère un peu où toutes les autos commencent à être électrifiées, etc. Mais là, les dernières WRC, il y a beaucoup d'appui, il y a des pompes pilotées, il y a quasiment 400 chevaux. Je pense que ça doit être quand même des sacrées armes. Et quand tu les vois, quand je regarde encore les rallyes, les vidéos, tu les vois passer en spécial sur la Terre, c'est complètement hallucinant. Je pense pas que j'arriverai à faire ce qu'ils font avec, mais voilà, au moins j'essaierai. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'essayer une caisse comme ça, Alors, une WRC moderne? Non, jamais une WRC moderne. J'ai eu l'occasion de tester des choses assez hallucinantes, plutôt en circuit. J'ai testé notamment, je sais pas, le Dacia Duster Pikes Peak de Jean-Philippe Dérault. Donc c'est un truc qui fait 900 kg pour 850 chevaux. Donc c'est complètement hallucinant. En passager, j'ai eu la chance de monter à droite de Jean-Pierre Nicolas avec justement la 205 T16 à Montlhéry pour les grandes heures de Montlhéry. D'ailleurs, pendant cet événement, j'étais aussi monté à droite de Gilles Panizzi dans la 306 Maxi. Ouais. Voilà, c'est vraiment des autos qui, quand j'étais jeune, quand je regardais le rallye, qui me faisaient rêver, et donc de pouvoir monter dans ces autos-là, même sans les conduire, mais avec les pilotes avec qui ces ont gars-là, fait leur mythe, c'est juste, encore une fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je vais me réveiller, mais non, c'est bien réel. Et alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle? Alors, je dirais, justement, on en a parlé tout à l'heure, l'Alpine A110. Ouais. Parce que c'est une auto à la fois qui est légère, qui est vraiment sympa sur circuit, donc plutôt la version S, comme on en parlait tout à l'heure, mais qui en même temps au quotidien est vraiment une auto hyper polyvalente. Tu peux faire des longs trajets, tu peux faire des bouchons, tu peux... faut limiter ses bagages, bien sûr, quand tu pars. Oui, c'est vrai que les coffres sont minuscules. Ouais. Mais voilà, c'est une auto, je pense, qui est pas usante au quotidien, qui est sympa quand tu veux faire un peu de circuit. Et c'est une auto, tu vois, tu dis jusqu'à la fin de tes jours, je pense que je pourrais toujours monter dedans quand j'aurai 80 ans, parce que voilà, c'est pas compliqué comme une Lotus ou comme certaines caisses où il faut vraiment enjamber le montant dans tous les sens pour monter. Non, là, ça reste assez accessible. Et voilà, je pense que c'est une auto qui est sympa et dont tu te lasses pas. Et donc plutôt en S. Plutôt en S, par rapport à mon utilisation et voilà. À tes multiples détours sur le Nürburgring. Voilà. Au hasard.
Bah merci Mathieu. Merci à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, t'es un petit peu... Oui, sur Twitter. Sinon, j'ai une page Facebook qui me sert surtout de raconter un peu ce que je fais dans les essais ou au Nürburgring ou en course. Voilà. Et puis sinon, sur l'Argus, sur la chaîne YouTube de l'Argus, voilà, chaîne YouTube et les vidéos sur le Nürburgring. Il y en a encore qui vont arriver là avant la fin de l'année. Donc, Tu peux déjà annoncer ce que tu as au programme ? Oui, il y a quelque chose qui va arriver on va avoir des scoops. Bientôt, très bientôt, avec une auto un peu atypique d'ailleurs. C'est pas l'auto la plus en tout cas la vidéo la plus impressionnante qu'on sortira, c'est avec une Caterham. On voulait tester vraiment l'auto ultime pour faire de la piste. Bon, il se trouve que dans les faits, en fait, quand tu montes dans cette auto qui est hyper étroite, t'as peu de protection, et quand tu te retrouves dans le rapide sur le Nürburgring, en fait tu te dis qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais là, mais surtout il faut pas que je me rate, quoi. Voilà, il faut pas que je me rate. Donc c'est une auto en plus qui est vraiment hyper étroite. Souvent j'avais pas les bonnes chaussures forcément, donc quand t'appuies sur la pédale de frein, tu chopes l'axel en même temps. Enfin, c'est vraiment très, il faut vraiment très des confiné. bottines de karting des pour ça. Bottines de course. Et du coup, j'avais pas forcément l'équipement, donc j'ai pris beaucoup de marge. Donc la vidéo sera peut-être pas la plus impressionnante de tout ce que j'ai fait, mais en tout cas en sensation, c'était assurément moi au volant celle qui m'a le plus impressionné. Et il y aura d'autres autos qui vont arriver avant la fin de la saison, parce que le Nürburgring ferme quelques mois pendant l'hiver, entre novembre et mars-avril. Donc voilà, on emmagasine un peu de sujets pour occuper la trêve hivernale. Bon, très bien. Je mettrai les liens vers tes comptes dans la description du podcast et vers la chaîne YouTube aussi de l'Argus. Et puis voilà. Mathieu, merci beaucoup. Merci à toi. Et à une prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Merci de l'avoir écouté. Alors, comme d'habitude, je fais de la retape. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si c'est pas déjà le cas. On est disponible sur à peu près toutes les plateformes, y compris YouTube, Amazon Music aussi, ça c'est assez récent. Bien sûr, Apple Podcast, Google Podcast et compagnie. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, une note, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Déjà, ça me fait plaisir à moi. Et puis, ça aide aussi à refaire remonter le podcast avec les algorithmes à la noix, et c'est toujours bien. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Si vous avez envie de m'envoyer des mots doux, des insultes, plutôt des mots doux je préfère à choisir, histoiredauto@gmail.com pour me contacter. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. Allez, à bientôt et bonne route, ciao.